Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le goût, a été réalisée le 26 novembre 2020. Tu es mal à l'aise, n'est-ce pas? Depuis le début de la semaine, du corps physique, je me sens très mal à l'aise, oui. J'ai l'impression que mon corps s'oppose à tout ce que je fais, comme si soudainement, en lui donnant la parole, il me faisait payer tout ce que j'ai fait à ses dépens. Généralement, on ne pense pas que l'esprit et les émotions entraînent la matière plutôt que de l'inviter. Que dit ton corps? Qu'ils se sont piégés dans une cage qu'ils n'aiment pas. Peu lui importe que l'endroit où je passe mon année est tout ce dont j'ai besoin et que je sois traité comme un roi. Il se sent mal à l'aise de ne pas avoir d'aventure, de ne pas voyager, de ne pas pouvoir bouger. Je lui explique que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et qu'il est normal que nous nous sentions ainsi. Mais en même temps, ce qui l'inquiète, c'est de devoir rester si longtemps aiguisé. Les souvenirs de mon corps à propos de cet endroit sont très différents. Et tout ce à quoi j'étais habitué est mort. Ici, j'étais une femme. Alors, être un homme le déconcerte. Il se sent déplacé. Ici, je vivais avec ma famille. Nous étions tout le temps ensemble. Mes enfants, mon mari, mes frères et sœurs, mes grands-parents, mes parents, tout le monde comme un clan. Et maintenant, je suis seul. La langue ressemblait à de la musique et à de la poésie. Et maintenant, elle ressemble à de l'agressivité et à des cris discordants. Le paysage était vert et maintenant c'est le désert et la poussière. Les constructions étaient de style minoen, colorées, recouvertes de stucs blancs, bleus et rouges. Et maintenant, tout est couleur pierre, érodé par des milliers d'années. Mon corps a envie de manger du poisson. Mais cette année, je ne dois manger aucun animal, ce qui limite mon alimentation dans un pays qui n'est pas du tout végétarien. Mon corps est habitué à faire beaucoup de choses, comme conduire, escalader des montagnes, et maintenant, je me sens comme dans un berceau de verre. Je m'ennuie beaucoup, trop pour ma lune en Sagittaire. Mon corps n'aime pas ce que je vis, mais cela ne signifie pas que le reste de mon être pense de même. C'est-à-dire que cela ne signifie pas que je veux partir d'ici. Je sais qu'en écrivant ces choses, beaucoup peuvent penser que je demande à grands cris de partir, de tout quitter, de rentrer chez moi. Mais la vérité est que je n'ai pas de maison. Ma maison, c'est le monde. Ma famille est répartie dans différents pays et villes. Je n'ai plus de clan comme avant. Il n'y a plus que ma mère. Mais au-delà de l'ennui que je peux ressentir, mon sens du devoir est beaucoup plus fort. Quel est ton devoir? Être présent ici, soutenir ce que je n'ai pas pu soutenir il y a des milliers d'années. Un réseau conscient avec lequel partager ce que j'ai appris dans les écoles de Kem, laisser mes souvenirs dans le réseau connecté, le tissu planétaire depuis son centre ici à Gizeh, permettre le téléchargement de nouvelles informations vers le réseau magnétique de la planète tant que les pôles sont alignés entre eux. Tout cela est bien plus important que le désir de mon corps de marcher dans les montagnes d'Écosse, de prendre le train en France ou de traverser la Patagonie. Est-ce ce que tu aimerais faire? Oui, c'est ce que mon corps voudrait. Seulement ton corps? Non, tout mon être. Une seule chose est ce que l'on doit faire et une autre est ce que l'on aimerait faire. Pour pouvoir profiter de ce que l'on aime, il faut d'abord être responsable de ce que l'on doit faire. À moins que ce que tu dois faire soit justement ce que tu aimes. Je considère que c'est ce que je fais toujours. Je fais toujours ce que j'aime. Je ne fais jamais quelque chose que je n'aime pas. Mais les circonstances sont différentes cette année.
Tu as grandi depuis ton enfance avec la possibilité et la liberté de toujours faire et ressentir ce que tu aimes. Au-delà des obligations scolaires habituelles, tu n'as jamais eu de contexte d'obligation. Cela a toujours été facile. Et c'est la première fois que le contexte t'oblige à faire de ce que tu aimes une obligation. Tu vois la rébellion de ton corps? Comme un enfant, bien sûr. Je fais cela parce que j'aime ça. Mais soudain, le contexte m'oblige à le faire et là, je le ressens. Cette quarantaine planétaire, cette pandémie, est venue montrer à quel point le subconscient de chacun était endommagé. On pourrait blâmer les virus, mais la vérité est que le virus n'a fait que montrer ce que vous refusiez, en le recouvrant de plaisir et de choses que vous aimez. Qu'est-ce que le goût? C'est l'un des sens, celui qui nous permet d'identifier les saveurs des choses que nous allons ingérer, de différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est toxique de ce qui est nutritif. Le goût vient de l'indo-européen gus, qui signifie goûter. Dans le cas de l'anglais, taste vient du latin taxare, qui signifie évaluer. Dans les deux cas, il exprime l'intention de prendre une pincée de quelque chose pour savoir si son goût est bon ou s'il est comparable à quelque chose de connu. C'est pourquoi, en anglais, le verbe aimer, to like, se dit exactement comme l'adverbe comparatif, comme like. On acquiert ainsi des connaissances sur les choses que l'on ingère, ce que l'on appelle en espagnol sabor, savour en anglais, qui vient du latin sapere, c'est-à-dire savoir, sagesse. Donc, quand on dit j'aime bien ou je n'aime pas, cela ne fait pas seulement référence au goût en soi, mais aussi à la connaissance d'un fait. Dans ce cas, cela signifierait ce que je ne sais maintenant ne me plaît pas. Pourquoi le savoir est-il lié au goût? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tout organisme vivant existe et a évolué. Laquelle? Manger. Les particules échangent des charges énergétiques positives et négatives, recherchant l'équilibre et l'économie, protons et électrons. Elles forment des molécules qui échangeront des atomes, mais certaines molécules commenceront simplement à consommer les atomes d'autres molécules afin de pouvoir s'étendre et se perfectionner. C'est ainsi que se forment des organismes unicellulaires qui phagocytent des molécules. En grandissant et en se complexifiant, ces organismes commencent à se phagocyter entre eux pour obtenir de l'énergie. De cette manière, en accumulant autant d'énergie, ils commencent à se multiplier, créant des organismes multicellulaires, ce qui leur permet de distribuer l'énergie et de permettre à chaque cellule de remplir une fonction spécifique dans le traitement de l'énergie. Les organismes multicellulaires commencent à développer des organes dont l'un des premiers à se former et des plus importants sera le système digestif. La fonction du système digestif sera de prendre des organismes complexes et de les désintégrer jusqu'à atteindre à nouveau le niveau moléculaire afin que ces atomes puissent continuer à s'échanger. Rien n'a changé, seulement la forme d'agglomération des molécules et l'interaction entre elles. C'est exact. Même si le système digestif, en tant que tel, n'est pas le premier à s'activer chez le fœtus des êtres vivants, c'est son produit qui déclenche le premier battement du cœur. En effet, le cœur ne bat pas sans le pouls de contraction veineuse exercé par le plasma sanguin, provenant de la moelle osseuse, mais alimenté par les nutriments et les sucres absorbés par les intestins. L'objectif du système sanguin et cardiaque est d'acheminer les nutriments produit par le système digestif vers chaque cellule du corps. C'est là que l'énergie est produite, lors de l'échange moléculaire. Il s'agit de l'intelligence cellulaire qui développe des organismes complexes afin de perfectionner les mécanismes et d'améliorer leurs résultats. Mais tout ce qui entre dans le corps pour générer des nutriments, pour assouvir l'énergie, pour combler les vides, pour dynamiser l'être, pour le faire se sentir plein et en équilibre, doit d'abord être vérifié dans sa qualité, approuvé par le corps. C'est là que l'estomac communique par l'œsophage avec la langue, éveillant le sens du goût. Le goût est la capacité de la langue à déterminer l'énergie moléculaire.
Bien sûr, c'est la façon dont l'univers se permet de ressentir l'énergie qu'il consomme pour créer. Le goût et le dégoût. La langue est conçue pour percevoir 5 types de saveurs. À l'arrière, vers la gorge, elle est spécialisée dans l'amertume. Sur les deux côtés à l'arrière, elle perçoit l'acidité. Sur les deux côtés vers l'avant de la langue, elle perçoit le salé. Sur le bout, avant de la langue, la partie la plus externe, elle perçoit le sucré. Et enfin, au centre, reliant toutes les saveurs et les intégrant dans toute la bouche, se trouve l'umami, que nous reconnaissons comme le plus savoureux. Le goût est la façon dont les cellules interprètent intelligemment ce qui entre dans le corps, préparant le reste du système digestif en fonction de ce qui est ingéré. L'intelligence est la capacité d'interpréter, de lire ce qui se passe et de voir au-delà des formes. Le goût décrit ainsi la capacité intelligente des cellules à reconnaître le bon du mauvais. La mémoire du goût et du dégoût se trouve dans toute la zone buccale, faisant qu'un repas, un baiser, le fait de lécher, de sucer, de savourer, de prononcer, de chanter, de murmurer et de sentir un parfum ou un arôme dont les particules imprègnent la langue par la vapeur qui entre ou sort de notre corps. Tout cela éveille une donnée, une information, qui nous ramène au moment lié à ces saveurs qui deviennent ici des connaissances. Le goût est le sens qui identifie les informations que la mémoire de l'univers cherche à intégrer à travers un organisme vivant comme vous. Et toutes ces informations sont de l'énergie, donc de l'émotion. C'est pourquoi la nourriture éveille tant d'émotions, ou les cache. Tout ce que vous consommez physiquement contient une charge énergétique émotionnelle liée à la personne qui a préparé le repas, à la manière dont elle l'a fait, au contexte dans lequel vous le consommez. C'est pourquoi un même plat a une charge émotionnelle et nutritive très différente pour deux personnes. Un double hamburger n'a pas la même signification pour un Américain moyen que pour un Indien. La viande de bœuf a une connotation très différente, et le fait de devoir la manger suscitera du plaisir chez l'un et du dégoût chez l'autre. La charge émotionnelle de ce que nous ingérons quotidiennement dans les 5 aliments quotidiens, suggérés, nourrit le corps bien plus que la nourriture elle-même. En effet, la charge positive et négative équilibrée d'un aliment préparé avec amour et reçu avec amour est très différente de celle d'un aliment préparé par devoir. Tu me comprends? Je crois que oui. Tu me dis que je nourris mon corps avec l'énergie de devoir et de besoin des autres, plutôt que par plaisir ou par amour de la cuisine. On a besoin de la cuisine d'une mère, d'un père, d'une grand-mère et d'un grand-père de temps en temps. Un plat préparé avec amour vaut mieux qu'un plat préparé par devoir. Et tu es ici par devoir. La plupart des gens ne savent pas que chaque jour, avec leur assiette de nourriture, ils ingèrent l'énergie des personnes qui les entourent, de ceux qu'ils aiment ou détestent. Nous parlons ainsi aussi de ce que nous aimons dans la vie et de ce que nous n'aimons pas, de ce qui nous déplaît. Et cela se ressent également dans l'estomac, produisant les mêmes sensations qu'un mauvais repas. Nausées, vomissements, indisposition, mauvaise haleine. Bien sûr, l'énergie que je consomme de mon entourage, énergie que mon corps rejette constamment. Le devoir doit être transformé en plaisir. La plupart des gens vivent aujourd'hui une situation d'enfermement, de mécontentement. On pourrait penser que le mieux serait de ne pas travailler et de rester chez soi. Mais maintenant, tout le monde a fait l'expérience que c'est à la maison qu'ils se sentent mal à l'aise et qu'aller travailler n'était pas un devoir, mais une échappatoire. En étant seul et confiné au même endroit, toutes les ombres, les mécontentements, les désaccords ressortent. On se demande si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent l'a été avec plaisir, par goût personnel ou simplement pour avoir une échappatoire à la réalité intérieure. On sent qu'on doit accomplir un devoir simplement pour ne pas affronter ses plaisirs, car il nous priverait de ce qu'on croit être juste. Votre corps souffre parce que vous ne comprenez pas que la seule façon d'assimiler quelque chose dans l'univers est de le faire avec plaisir, et non par la force. Pourquoi vous forcez-vous? Je ressens la responsabilité. J'ai peur d'échouer, de décevoir les autres et moi-même.
Et l'impression que les jours où je ne suis pas allé à la pyramide parce que j'étais malade sont des jours perdus, où j'ai déçu tout le monde. C'est ton Capricorne qui te parle, n'est-ce pas? Oui, la pression que je me mets. Que tu entres ou non dans la pyramide, tu ne t'en es jamais éloigné de plus de 300 mètres. Tu es dans son champ énergétique. Tu ne lui as jamais tourné le dos. Mais la pyramide n'est pas ton temple. Ton corps est ton temple. Et si tu ne l'honores pas, peu importe que tu entres dans la pyramide, ton corps te demande de ne pas y entrer, de marcher autour, de fouler l'herbe, d'embrasser un arbre, de peindre, de dessiner, de te reposer sans pression. Il te demande de voyager avec ton cœur et de te permettre de ne pas toujours voyager en Égypte. Peins les endroits où tu souhaites voyager et vis-les. Retrouve le goût de la vie, car c'est la seule façon dont l'univers peut se sentir à travers toi. À quoi sert au cosmos quelqu'un qui accomplit une mission sans saveur? Souviens-toi, le plaisir est le grand devoir, car La saveur, c'est le savoir.